Y aura-t-il assez de professeurs en cette rentrée scolaire 2022 ? Le ministre de l'Éducation était en tout cas en déplacement ce matin au rectorat de Créteil Académie qui connaît une pénurie d'enseignants. Souvenez-vous de la déclaration de Pap Ndiaye il y a quelques semaines. Le ministre avait pour objectif qu'il y ait un enseignant devant chaque classe en septembre. On y est, c'est dans quelques jours. Sauf que les résultats du CAPES ne sont pas bons. Il y aura certainement de nombreux postes vacants début septembre. Par exemple, pour 1035 postes en maths, seulement 557 ont été admis. En allemand, 60 pour 215. En physique-chimie, 209 pour 425. Le pari d'un prof devant chaque classe en septembre. Pari du ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que ce pari vous paraît réaliste ? Vous dites non à 72% sur le compte Twitter de Sud Radio. Puis vous nous appelez pour en débattre. On va vous écouter dans un instant. 0826 300 300. Et Virginia Kliwat qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Virginie, secrétaire générale SNUIPP-FSU dans les Bouches-du-Rhône. C'est le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles de PEGC affiliés à la FSU. Vous êtes inquiet, vous Virginia Kliwat, de cette rentrée ? Oui, en fait, on est de plus en plus inquiets à chaque rentrée, malheureusement. On a aujourd'hui un manque cruel d'enseignants qui se fait ressentir et qui se fait de plus en plus ressentir à chaque rentrée. On est là sur un vrai problème structurel, un défaut d'attractivité du métier qui vide les épreuves de concours de candidats. Et du coup, on se retrouve avec des choix ministériels qui, au lieu d'essayer de combler ce manque d'attractivité du métier pallie à la pénurie de manière assez urgente en faisant appel à des contractuels enseignants de façon de plus en plus nombreuse à chaque rentrée et à des conditions de recrutement et des conditions salariales qui ne sont pas dignes de l'enseignement que l'on doit délivrer pour former les futurs citoyens. C'est ça notre métier. Ouais. Alors on va revenir sur cette problématique dans quelques instants. Concrètement, dans les Bouches-du-Rhône, est-ce qu'il y aura un prof devant chaque classe dans quelques jours ? Concrètement, dans les Bouches-du-Rhône, alors que nous sommes une académie où nous avons fait le plein des postes offerts au concours, c'est-à-dire que tous les postes doivent être occupés par des titulaires, le recrutement de contractuels a déjà commencé. Oui. Et donc, on voit bien que malgré le fait que les postes officiels de titulaires sont tous pourvus, il n'y a pas assez d'enseignants puisqu'on doit faire appel à des contractuels, même dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Alors, c'est des contractuels pour qu'on comprenne bien. Donc, ce sont des remplaçants qui ont vocation à être titulaires, c'est ça ? Non, ils n'ont pas du tout vocation à être titulaires. Ce sont des postulants à Pôle emploi qui ont répondu à une annonce Pôle emploi et que l'on recrute sous condition de licence, alors que le concours est à fin de master, et sous condition, bien sûr, de casier judiciaire vierge. C'est la moindre des choses pour la fonction publique. D'accord. Et parfois sans expérience, j'imagine. Parce qu'il faut bien qu'ils commencent. Sans aucune expérience. Ouais. Ils ont droit à une demi-journée de formation avant de prendre leur classe à la rentrée. Bon. Corinne Tapiro. Écoutez, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand le ministre arrive en disant que tout va bien aller, comme s'il ne s'était rien passé avant, donc il ne pouvait pas ignorer la situation. Le ministre sortant a donc préparé sa rentrée, puisque ce n'est pas M. Pap Ndiaye qui l'a faite, mais c'est bien M. Blanquer. Donc il y a eu des ouvertures de postes au concours qui ont été pourvus ou non pourvus. Mais la question que j'ai envie de poser à ce ministre, c'est est-ce qu'il nous dit qu'il va mettre devant chaque classe un adulte ? Ou est-ce qu'il va mettre un enseignant ? Parce que lorsqu'on recrute par Pôle emploi quelqu'un qui a une licence pour apprendre à lire à des enfants en CP, je ne sais pas trop comment on va le faire, parce que c'est un vrai métier. Il y a toute une pédagogie particulière à savoir mettre en œuvre et en application. Et on est face à une vraie difficulté de ce métier d'enseignant qui est dévalorisé d'abord parce qu'ils sont mal payés, parce que c'est les enseignants eux-mêmes qui ont l'image la plus dégradée de leur métier. D'ailleurs, il suffit de les entendre en parler. Donc, c'est aussi assez inquiétant parce que ça ne suscite pas des vocations. Et enfin, c'est un métier qui s'est énormément féminisé. Et dans certaines zones, c'est une vraie difficulté de travailler. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Parce qu'il y a des endroits... Pour une professeure femme pour une femme, parce qu'il y a des endroits où les enfants n'ont aucun schéma masculin. Et donc, ils ont tendance à avoir un comportement un peu plus anarchique avec les enseignants femmes qu'avec un enseignant homme. Les contractuels, Virginie Kliwat, c'est juste pour le primaire ou ça concerne aussi le collège ? Alors, dans les collèges et les lycées, l'appel à des contractuels est bien antérieur au primaire. Et finalement, le premier degré, les écoles étaient jusque-là épargnées
Et on connaît ce phénomène-là maintenant depuis 2-3 ans, depuis le début de la crise sanitaire en fait, où il était d'abord fait appel à des contractuels pour des contrats très courts, quelques semaines entre 2 vacances. Et maintenant, nous avons des contractuels qui sont engagés pour la totalité d'une année scolaire et en nombre de plus en plus conséquent chaque année. Allez, je vais faire réagir Guilhem Carayon et Ergun Topaslan. Et puis juste après, on vous écoutera au 0826 300 300. Vous restez avec nous, Virginia Kliwat. Guilhem Carayon. Et moi, je trouve ça hallucinant, ce qui a été dit par madame. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une licence, une simple licence, donc 3 années d'études. Vous avez un casier judiciaire vierge. Vous pointez à Pôle emploi et donc vous pouvez enseigner à des gamins. Vous devenez professeur. Et vous devenez professeur, temporairement, mais vous devenez professeur. Et il faut être sélectionné. En tout cas, le critère pour être sélectionné, c'est celui-là. Paraît assez léger. C'est pas le cas dans les Bouches-du-Rhône, mais il y a 4000 postes de professeurs qui ont été non pourvus là, pour cette rentrée, pour la rentrée 2022. Donc les problèmes de recrutement, ça on le sait, on en a depuis longtemps, mais je crois que c'est en train de s'accélérer et c'est lié évidemment au manque d'attractivité du métier d'enseignant. Le premier sujet, je crois que c'est les salaires. Quand vous avez un métier qui n'est pas attractif au niveau du salaire, évidemment, il y a une crise des vocations. Les gens n'ont plus envie de l'exercer. C'est le cas des infirmiers ou des infirmières, par exemple. Et surtout, pour le coup, c'est le cas des enseignants. Un enseignant français gagne, j'ai vu ça, 2300 € net en moyenne. En moyenne, donc pas en début de carrière, en moyenne. Comparé à l'Allemagne, c'est 40% de moins. En Allemagne, vous gagnez, quand vous êtes enseignant, en moyenne, 3500 € net. 3500 € net. Et pourtant, ce qui est dingue, en fait, c'est que la France dépense plus que l'Allemagne par enseignant. Et comment vous expliquer en fait ce décalage? C'est que en France, les enseignants travaillent un peu moins. On a 36 semaines de travail. En Allemagne, vous avez 40 semaines de travail. Et puis vous avez une retraite en France qui est plus tôt. J'ai vu que c'était 59 ans au premier degré et 62 ans au second degré. Alors qu'en Allemagne, on est à 64 ans. Donc, moi, je crois que les enseignants sont en fait les victimes dans cette affaire. Ils sont très mal payés parce qu'il y a un système qui les fait avoir 3 mois de vacances l'été. Pour beaucoup d'entre eux, ils aimeraient travailler un petit peu plus, peut-être avoir 1 ou 2 semaines de plus de travail dans l'année, mais en tout cas gagner un peu mieux leur vie. Leur métier sera en tout cas beaucoup plus attractif. Ouais. Ergun Topaslan, juste avant de faire réagir Virginia Kliwat sur ce qu'a dit Guilhem Carayon. Non, même s'il y a des... Pour faire la comparaison avec l'Allemagne, malgré tout, notre système permet de produire, si je peux me permettre, des cadres et des ingénieurs de manière un peu plus importante qu'en Allemagne. Donc effectivement, il y a des défauts structurels qu'il faut qu'on règle, notamment sur l'attractivité. Il ne faut pas tourner autour du pot, ça concerne les salaires, les conditions de travail et les salaires des professeurs. Et moi, je pense que le ministre de l'Éducation nationale va réussir son pari. Il y a des cellules qui sont en train de être mises en place dans chacune des académies pour qu'il y ait effectivement un professeur par classe. Mais pour autant, il faut qu'on ait un débat aussi sur la qualité. Qu'est-ce qu'il appelle professeur aussi, le ministre de l'Éducation? Est-ce que c'est un vrai sujet? Et la pérennisation, c'est-à-dire que le statut de vacataire, on n'a qu'à dire ce qu'on veut, ça nous permet de répondre à une urgence, mais il ne faut pas que ça devienne, comme beaucoup d'aspects dans notre pays, l'urgence devient la norme très rapidement. Il ne faut pas que ça devienne la norme. Mais le statut de vacataire n'est pas très enviable non plus. Ça dure combien de temps? Enfin, je veux dire, non, mais après, c'est précaire. Vous pouvez arrêter un mois après, du jour au lendemain. C'est ça. Virginia Kliwat, alors le problème évidemment, ce sont les salaires. Oui, bien sûr, un enseignant débutant, pour répondre à la question qui était posée, gagne 1,1 SMIC. Les 2 000 € par mois sont atteints au bout de 15 ans de carrière. Et donc forcément, quand on a un concours qui nécessite l'obtention d'un master au préalable, un étudiant, s'il doit se diriger vers des études longues de type master, ne va pas privilégier par la suite un concours de la fonction publique pour gagner 1,1 SMIC. Et on se retrouve là face du coup à un désintérêt total des métiers de l'enseignement de manière générale. Et donc pour nous, il est vraiment urgent, au-delà des 3,5 points de points d'indice de la fonction publique qui sont déjà largement insuffisants au regard de l'inflation, de rebâtir la totalité des grilles salariales des enseignants, pour rendre à nouveau le métier attractif, parce que nous avons quand même une grande responsabilité vis-à-vis de la société, qui est celle de former les futurs citoyens, et que si on a un désintérêt total des métiers de l'enseignement, c'est derrière la nation qui en pâtira à long terme. J'imagine que votre syndicat a des échanges avec le gouvernement et que cette problématique est posée. Qu'est-ce qui vous répond ?
Le ministre a annoncé il y a quelques jours que son objectif était qu'un enseignant en début de carrière ne gagne pas moins de 2 000 euros. Mais on a du mal du coup à avoir des réponses sur un chiffrage réel de cette annonce-là, qui était déjà une annonce de son prédécesseur, et un calendrier, et du coup derrière un projet concret qui permette de rebâtir la totalité des grilles salariales. Car si un enseignant débutant gagne 2 000 euros, alors que c'est pour l'instant le cas d'un enseignant qui a 15 ans d'ancienneté, vous voyez bien que c'est la totalité des grilles qu'il faut revoir. Et donc c'est un chiffrage conséquent pour lequel, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné du tout sa priorité. On va se retrouver dans quelques minutes. Vous restez avec nous, Virginie Akliouat. Pareil pour Corinne Tapiro, Guilhem Carayon et Argundo Parslan. Et vous, évidemment, 0826 300 300, on va vous attendre dans quelques instants. Le pari d'un prof devant chaque classe en septembre est-il réaliste? C'est la question que l'on vous pose ce soir. On vous attend pour répondre. 0826 300 300, à tout de suite. Des vraies voix avec Corinne Tapiro, Guilhem Carayon et Argundo Parslan qui est avec nous. On poursuit notre grand débat. Le pari d'un prof devant chaque classe en septembre. Pari du ministre de l'Éducation nationale. Ce pari est-il réaliste selon vous? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux et puis vous nous appelez 0826 300 300. Virginie Akliouat qui est avec nous, secrétaire générale SNUIPP FSU dans les Bouches-du-Rhône. C'est le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC affilié à la FSU. Vous restez avec nous, Virginie Akliouat. J'aimerais donner la parole tout de suite à Hakim qui nous appelle de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir Hakim. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Hakim, bienvenue dans Les Vraies Voix. On vous écoute. Vous avez des enfants, Hakim, qui vont faire leur rentrée dans quelques jours, oui. Oui, j'ai deux enfants, un garçon qui va rentrer au lycée, mais ma fille, j'allais dire ma petite fille, mais elle commence à être grande, elle rentre en 6e. A priori, ils ont leur professeur. D'accord. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez connu ce genre de problème avec vos enfants Oui, c'est arrivé notamment en sciences. dont j'aimerais dire un petit mot. On a on a souvent entendu que les filles étaient avec de bonnes notes au collège et au lycée en sciences, et puis elles finissent par disparaître dans les études supérieures. Elles refusent d'aller dans les études scientifiques. Et on a tous dans notre entourage, on a toujours comme ça une très bonne élève, et qui ne veut pas faire des études de sciences. Et ça c'est quelque chose qui interroge, parce que je vois qu'on manque de professeurs de mathématiques, on manque de professeurs de sciences physiques, et c'est étonnant que les meilleurs élèves, et notamment la gente féminine, ne se présentent pas à ces concours-là. Je voulais aussi dire, et c'est quelque chose qui m'interpelle, la deuxième chose dont je voulais vous parler, si vous voulez, c'est que, on a vu qu'au concours, il y a beaucoup de postes qui n'ont pas été pourvus à cause du niveau, et je pense qu'il ne faut pas baisser le niveau. Il faut rester intransigeant sur le niveau de recrutement. Pour être admis dans une matière, dans une discipline, il faut quand même avoir le niveau, c'est très important. Je voulais juste, si vous permettez, faire une petite remarque, très gentiment à Corinne Tapiro, très gentiment, très amicalement. Je l'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait des problèmes avec des professeurs femmes et hommes. Je tiens quand même à dire, moi, dans ma carrière, que j'ai vu beaucoup de femmes se faire respecter, être très autoritaires, et parfois des hommes se faire marcher sur les pieds. Je crois, et je m'excuse de le dire comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais vous avez raison, sans doute que vous avez des élèves qui ont un problème d'autorité. Quand ils ont eu une femme, ils pensent que c'est plus facile. Mais je vous assure que dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de vérité générale. Et les femmes se font très très bien respecter dans le métier, aussi bien que les hommes, sinon mieux. Alors, attends, on va laisser répondre Corinne. Je ne voulais absolument pas essentialiser, mais c'est un phénomène qu'on rencontre quand même assez fréquemment, malheureusement, dans certains secteurs. Je n'ai pas dit que c'était partout, bien évidemment, parce qu'il y a des femmes qui sont des enseignantes qui peuvent tenir une classe de 30 élèves, notamment au lycée, parfois même 35, sans aucune difficulté. Mais l'autorité, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a des gens qui ont une autorité naturelle, qui s'imposent très facilement lorsqu'ils rentrent dans une classe, et d'autres pas du tout. Mais moi, je ne veux pas dénigrer du tout le métier d'enseignant. Je trouve que c'est un métier difficile, qui n'est pas suffisamment reconnu. Et au-delà du fait qu'ils ne soient pas suffisamment reconnus, ils n'ont pas une position sociale comme l'avaient leurs aînés, où ils étaient considérés dans la société. Virginie Akliouat, elle a raison quand même, Corinne Tapiro. En dehors
des salaires, hein, qui est un point très, très important. Il y a aussi ce manque de reconnaissance, mais y compris du ministère de l'Éducation nationale. Et puis aussi, il y a les conditions de travail. Il y a des élèves difficiles. Il y a des régions, des zones où on envoie les professeurs qui sont des zones difficiles. Finalement, j'ai envie de dire que tout est à revoir, tout est à déconstruire, à reconstruire, Virginia Kliwat. Mais disons qu'on sort de 5 années avec Jean-Michel Blanquer où il a énormément contribué au fait de dénigrer notre profession. Et tout est à reconstruire en effet. On attendait beaucoup de ce changement de ministre de ce côté-là et on attend encore de voir venir beaucoup de choses. Ouais, il est un peu tôt encore. Oui. Vous aviez raison de dire tout à l'heure que c'est pas lui qui a préparé cette rentrée. Mais pour autant, depuis qu'il est en poste, et ça fait maintenant quelques mois, le discours, la méthode a changé, mais le discours et les orientations de politique éducative restent pour l'instant les mêmes. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire pour enfin faire réussir la totalité de nos élèves et où qu'ils soient scolarisés. Et ça passe par abaisser les effectifs dans les classes, ça passe par rendre l'école réellement inclusive et pas uniquement sur le papier en saupoudrant d'autres contrats précaires que sont les AESH auprès des élèves qui ont une notification de handicap. Ça passe par rebâtir un projet d'école en fait autour d'un projet de société et ça demande un investissement conséquent parce qu'aujourd'hui, on a un investissement du PIB dans l'éducation qui est en baisse. Et ça, c'est inquiétant. Vous faisiez la comparaison avec l'Allemagne tout à l'heure. On attend vraiment que le gouvernement ait des orientations politiques qui permettent de réinvestir réellement dans l'éducation nationale. C'est vrai que ce qui est inquiétant quand même, c'est que la priorité en général d'un pays, c'est quoi? C'est la santé et ceux qui prennent la relève, l'éducation. Et pourtant, ce sont les deux secteurs, Corinne Taviron et la sécurité. Ce sont donc les trois secteurs où effectivement la liste elle est comme ça. Oui, c'est vrai qu'on allonge la liste. Mais en tout cas, on parle de la santé et de l'éducation. C'est vrai que c'est deux grandes priorités quand même où on injecte le moins d'argent. C'était pas le cas de tous les candidats. J'imaginais quand même qu'après le Covid, on aurait pris, il y a des tas de gens qui ont pris conscience de ce qu'était l'existence, leur travail ne leur convenait pas, les enseignants ont été confrontés à des situations compliquées. Moi, je pensais qu'on en aurait quand même profité pour essayer de changer des choses. Dans l'éducation nationale, sur ne serait-ce que d'arrêter de confier à l'école des missions qui ne sont pas les leurs, les siennes, comme par exemple. Par exemple, moi j'ai toujours été très choquée qu'on apprenne aux enfants à se brosser les dents à l'école. Très bien si on parle des dents, qu'on leur dise d'amener une brosse à dents pour voir comment on se brosse les dents, mais c'est pas la mission de l'école, c'est le rôle des parents. Et tant que cette école ne reconnaîtra pas le rôle des parents comme premier éducateur, ils se privent d'un allié précieux. Après, j'imagine bien que Madame va nous expliquer qu'il y a des parents qui sont ou très absents ou très envahissants, et je crois que c'est peut-être même plus pénible des parents très envahissants. Mais on est face à une difficulté. Les parents ont un devoir vis-à-vis de leurs enfants, il faut qu'ils le remplissent pleinement et entièrement, et l'école a besoin de se concentrer sur les savoirs fondamentaux, notamment en primaire, lire, écrire, compter, se situer dans une échelle chronologique par rapport à l'histoire, faire de la géographie, mais est-ce qu'on a besoin de faire toutes les choses? Alors Virginia Kliwat, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous êtes d'accord avec Corinne Tapiron, est-ce que vous avez le sentiment que parfois l'éducation nationale s'écarte un petit peu de ses missions? Disons que le manque de personnel autre qu'enseignants au sein des écoles nous oblige de fait à nous écarter de nos missions pour suivre un élève et prendre un élève dans sa globalité. À la différence des collèges et des lycées, on n'a pas d'infirmières scolaires dans les écoles, on n'a pas d'assistante sociale dans les écoles, on est uniquement l'équipe enseignante face aux élèves et leurs familles. Donc oui, on travaille en partenariat avec les parents d'élèves, en tout cas on essaye de travailler en partenariat pour tout ce qui concerne la vie de l'élève, même en dehors du temps scolaire, quoi. Ça fait partie d'un tout qu'il nous faut par la suite gérer aussi pendant les 6 heures où il est en classe. Donc, vous parlez du brossage des dents, ça fait partie de l'éducation à la santé, qui font partie des programmes. Je vous laisse revenir vers le ministère. Ouais.
Il y a tellement de choses à faire pour l'école aujourd'hui. On doit partir de tellement loin. Je travaille à Marseille. Vous connaissez l'état du bâti des écoles à Marseille. On a un bâti qui est vieillissant partout en France. Les 3/4 des écoles datent de plusieurs décennies. Donc, il faut vraiment prendre le problème dans sa globalité et prendre le problème à bras le corps pour faire en sorte de retrouver aussi la fierté d'enseigner, la fierté d'aller à l'école pour les élèves, parce que c'est hyper important pour leur réussite, et faire en sorte que l'école est une mini-société. C'est la première société dans laquelle les enfants évoluent, et donc il faut pouvoir remplir les conditions pour que ce temps-là, qui est un temps long, puisse se dérouler le mieux possible. Ouais. Alors il nous reste 3 petites minutes. Le mot de la fin à Ergun Toparslan, et juste après Guilhem Carayon qui voulait rajouter quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas si catastrophique dans notre éducation nationale. Effectivement, il y a des orientations politiques à avoir. Et la réalité, c'est que l'école est essentielle dans notre société parce que c'est elle qui nous permet de former des républicains, des citoyens. Et en fait, la République, elle existe que s'il y a des républicains. Et c'est en ça qu'il faut qu'on donne un sens important à l'éducation nationale. Il y a des défis, comme elle était dit tout à l'heure, structurels, avec notamment le bâti. Mais on le sait, voilà, c'est les mairies, les régions, les départements qui doivent travailler ensemble pour améliorer tout cela. Et il y a aussi une stratégie politique qu'on va essayer de déployer nous avec la majorité présidentielle, qui était le programme du président de la République, à savoir rattraper le retard sur les matières de base qui étaient essentielles, donc à savoir le français et les mathématiques, parce qu'on a quand même pris du retard là-dessus sur ces dernières années. Mais pour autant, on a quand même quelques belles réussites, avec notamment l'accès dans les études secondaires, dans l'enseignement supérieur, et surtout la sortie diplômante de notre enseignement au global, qui est quand même un peu meilleur que ne serait-ce que quelques voisins qu'on peut avoir en Belgique ou en Allemagne. On voit grosso modo aujourd'hui l'Allemagne, la Belgique vient choper chez nous, parce que je viens du Grand Est, ils viennent chercher les cadres, les masters et les licences dans nos universités directement. Donc tout ça pour dire qu'effectivement on a conscience des difficultés que connaît l'éducation nationale, mais pour autant il y a aussi un travail collectif à faire, également avec la partie familiale, pour pouvoir relever ce défi qui nous permettra de tenir notre rang sur les prochaines années. Guilhem Carayon. Sur le manque d'attractivité du métier d'enseignant, on est tous d'accord, le premier sujet, le défi fondamental, c'est la question des salaires. Ouais. Et ça, je crois que même la majorité présidentielle s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut augmenter les salaires. Bon, ils s'en sont rendus compte un peu tardivement, parce que ça fait 5 ans qu'ils sont aux manettes du pays. Le deuxième sujet, pour moi, c'est la reconnaissance sociale du métier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a... Bon, c'était il y a longtemps, mais il y a une centaine d'années, les enseignants, c'était le cœur de la ville, c'était le cœur du village, c'était les hussards de la République. Et ils avaient une fonction qui était essentielle, parce qu'ils étaient en charge de ce qu'il y a de plus important, la transmission des savoirs aux enfants. Ceux qui feront la vie en commun demain, c'est eux qui leur transmettent les savoirs. Donc ils ont un rôle social qui est essentiel, Donc il faut savoir récompenser ces gens-là à leur juste mérite. Et pour ça, je pense qu'il faut changer un peu notre rapport en fait à l'enseignant, changer notre rapport aux autres. C'est-à-dire que il y a une forme de respect qu'on avait pour l'enseignant, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est aussi un problème d'autorité. Maintenant, l'autorité est en train de se déliter, il y a moins de respect, et on le voit tous les jours à travers des violences qui augmentent dans le pays. Oui. Merci à vous Virginie Akliouat, merci à vous secrétaire général SNUEPIP FSU dans les Bouches-du-Rhône, merci à nos vraies voix, merci Corinne Tapiro qui est avec nous, conseillère municipale LR, Guilhem Carayon qu'on vient d'entendre. J'ai dit quoi? Conseillère municipale, c'est un statut ailleurs que Paris ou Marseille. Conseillère d'arrondissement LR, Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, puis Ergun Toparslan, vice-président, puis porte-parole de Terre de Progrès. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec les débats du jour de Sud Radio. À tout de suite.